Bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Up. Tout d'abord, merci pour vos retours sur le premier. Je vais essayer d'améliorer un petit peu la formule pour qu'elle soit peut-être un peu plus auditive et un peu moins visuelle pour toutes les personnes qui écoutent ça sur Spotify. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hugo Petula, je suis illustrateur et j'ai décidé de lancer un nouveau podcast qui s'appelle Power Up, qui parle d'art, qui s'adresse à toutes les personnes intéressées par l'illustration ou par l'art en général. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à l'écouter en podcast sur Spotify, sur Deezer, mais elle est également sur YouTube. Et cerise sur le gâteau, je l'enregistre en direct sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez me soutenir, m'encourager, faire des dons, vous avez toutes les infos en dessous. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon power-up numéro 2. On me signale que j'ai dit podcast. ça fait vraiment un peu boomer de dire podcast. Donc aujourd'hui, au programme de Power Up numéro 2, on va commencer par quelques actus. J'en ai sélectionné 3 pour vous, et puis ensuite on va plutôt parler d'un sujet assez intéressant qu'on me demande souvent, le statut d'auto-entrepreneur dans l'illustration. Je vais pas aller dans trop de détails, mais pour les personnes qui souhaiteraient se lancer ou découvrir un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'il faut payer, etc., j'essaierai d'aborder le sujet de la manière la plus claire possible, histoire de déjà vous mettre un petit peu le pied à l'étrier. Et en troisième partie, ce sera Hugo Décrypte, et on va analyser aujourd'hui Andrew Marr, qui est un illustrateur qui a une technique que j'ai piquée, oui, je le dis, je l'ai volée, en tout cas je m'en inspire beaucoup. C'est une technique qui permet de mettre un petit peu plus de volume sur ses croquis. Donc voilà, ça, c'est au programme de Power Up. On commence sans plus tarder avec les actus. Yes, la transition est assez horrible. Alors, pour les actus, j'en ai retenu 3 aujourd'hui. La première qui est une petite, je sais pas si c'est une petite actu, mais c'est quelque chose que je commence directement, enfin je vais directement commencer par ça, puisque c'est un petit challenge que notre ami Mathis et notre ami Une Petite Marie ont décidé de lancer, le My Hero Academia Challenge, MHA Challenge. L'idée c'est de créer un personnage dans l'univers du manga, bien sûr un personnage issu de votre imagination. Vous avez quelques consignes, et la participation se fait dès maintenant, en fait, jusqu'au 6 août. Donc je vous la lis brièvement pour ceux qui n'auraient pas l'image. L'idée c'est de créer un personnage original, donc sous forme de dessin, que ce soit digital ou traditionnel, ça n'a pas trop d'importance. Il faut lui trouver une identité, une origin story, une histoire, écrire ses motivations et ses objectifs en tant que héros, lui trouver un alter. Alors l'alter dans l'univers de My Hero Academia, c'est son pouvoir. À vous d'être créatif à ce propos, et puis le proposer avec 2 tenues, sa tenue traditionnelle de passe-partout, de citadin, et sa tenue de super-héros. Vous pouvez partager votre dessin avec le hashtag MHA Challenge 2023, MHA pour My Hero Academia. Vous pouvez partager tout ça sur Instagram et sur Twitter, ou est-ce qu'on dit déjà on dit déjà X ou on dit encore Twitter? Bon, en tout cas, partagez tout ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà un challenge, je le répète, organisé par Mathis Fialon et Marie Guérino, Une Petite Marie sur les réseaux. Donc si jamais l'envie vous prend de participer à un challenge avec des reviews, etc., eh bien, let's go quoi. Let's go pour faire ce challenge. Et je pense même que je vais peut-être me laisser tenter par ce challenge également. Deuxième petite actu, c'est plutôt une conférence que je vous invite du moins à vous inscrire. C'est une conférence, et non pas une confiture, sur le pouvoir émotionnel de la typographie. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est une conférence qui est gratuite, qui se tiendra le 14 septembre 2023, donc certes on est un petit peu en avance, mais c'est une conférence sur inscription, donc je vous transmettrai le lien sous la vidéo YouTube.
C'est le site Monotype, le site Monotype, qui est un site qui propose des fontes, des polices d'écriture assez modernes, assez originales, qui organise ce webinaire. Ça dure 45 minutes, donc c'est relativement court, avec Marie Boulanger, Damien Collot et Marion Noël Lambert. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans ce brief, c'est vraiment l'idée de pourquoi on va choisir une typographie d'écriture et comment on va la choisir. Et donc c'est une étude qui a été faite, je crois, en Angleterre, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, mais ma mémoire est bonne de ce côté-là, qui étudie un petit peu l'impact des typographies sur les personnes. Et à ce moment-là, ils vont proposer tout ça en France pour une visioconférence qui est gratuite. Alors certes, il faut s'inscrire, mettre ses données et tout sur un site, mais ensuite vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous vous désabonnez de la newsletter et tout. Je précise aussi une chose, c'est que moi je me suis déjà inscrit, et l'adresse email qu'il faut rentrer ici dans le champ, ils acceptaient pas une adresse Gmail, parce que soi-disant Gmail c'est pas professionnel. Alors bon, moi c'est mon adresse professionnelle, mon adresse Gmail. Donc sachez qu'il vous faudra une autre adresse email si toutefois vous voulez vous inscrire pour ce webinaire. Dans tous les cas, moi j'y assisterai. Si ça vaut le coup d'œil, je vous en referai un petit débriefing probablement juste après la semaine du 14 septembre. Bon, pour cette troisième news, alors je vais prendre mes notes. Alors excusez-moi si je regarde un peu moins la caméra si vous me suivez sur YouTube. Pour ceux qui écoutent en audio, ça changera absolument rien. On va parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment par rapport à l'intelligence artificielle et en quoi ça va avoir un impact aussi dans le domaine de l'image. Alors, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, il y a une très grosse grève de la part c'est surtout dans le milieu du cinéma, mais en réalité ça concerne aussi tous les auteurs, les autrices. On le voit beaucoup par rapport aux scénaristes de séries et de films qui sont suivis par des grands acteurs. Il y a une espèce de grève générale immense qui est entre autres liée bien sûr aux conditions de travail dans ces professions-là, mais aussi à l'avancée de l'intelligence artificielle, qui vient considérablement bouleverser le travail de ces personnes, et qui, en plus, l'intelligence artificielle puiserait dans des dizaines et des centaines et des milliers même d'ouvrages écrits par des humains pour aller servir de base de données et recracher ensuite des scénarios et des histoires en tout genre. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle pour l'instant aux États-Unis, alors pour l'instant je précise qu'on est dans le champ de l'écriture. On viendra ensuite sur la fin sur l'image, parce que forcément ce qui se passe et ce qui concerne actuellement, on va dire, on est en train d'établir en fait comment va marcher l'intelligence artificielle pour les prochaines années en fait, hein. Donc là ça commence à beaucoup d'impact au niveau de ce qui est très textuel avec ChatGPT, tout ça, c'est quelque chose qui commence à être extrêmement connu. L'image avec Midjourney et consorts, c'est pas encore aussi connu, mais ça va forcément arriver aussi un jour qu'il y ait des textes qui encadrent tout ça. Mais pour l'instant, on parle de 6 géants de l'intelligence artificielle. OpenAI, donc qui est connu avec ChatGPT. On a Alphabet, Meta également, qui fait partie du package. Stability AI, IBM et Microsoft. Donc c'est ces 6 géants-là de l'intelligence artificielle qui sont visés pour l'instant. Et l'idée, c'est que pour l'instant, on a des milliers d'auteurs qui vont demander à ces entreprises de respecter les droits d'auteur et de les payer aussi pour l'utilisation des œuvres dans l'entraînement des modèles de langage de l'intelligence artificielle. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, grosso modo, si je veux schématiser, on va faire manger des livres à des ordinateurs. Ces ordinateurs vont enregistrer toutes les informations, aussi bien stylistiques que scénaristiques, que de vocabulaire. Et tous ces milliers de bouquins vont servir de base de données lorsque on va demander ensuite à une intelligence artificielle écris-moi un scénario de science-fiction avec un vaisseau spatial, etc. Et l'intelligence artificielle est capable à ce moment-là de ressortir un scénario, un roman, un article, que sais-je, puisqu'elle a pu ingérer des tonnes et des tonnes de textes qui traitent de ces sujets-là, et donc elle est tout à fait capable d'être très performante et très précise pour répondre aux questions qu'on pourrait lui poser.
Pour l'instant, il y a environ 8000 auteurs qui ont signé une lettre ouverte, donc 8000 c'est quand même énorme. Dans le lot, on a de connus, en France en tout cas, Margaret Atwood, qui est une autrice qui a écrit La Servante écarlate. Enfin, est-ce que c'est le livre officiel ou est-ce que c'est la série qui s'appelle comme ça ? Ça y est, je suis perdu. Moi, je connais surtout l'adaptation série de ce livre. Donc, en gros, faut imaginer qu'il y a une sorte de gros syndicat qui s'appelle The Authors Guild aux États-Unis. C'est une sorte d'organisation avec un président, hein, qui ont créé une lettre pour justement interpeller tous les patrons en fait d'OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI, IBM et Microsoft. Ça les interpelle par rapport à l'injustice inhérente de l'utilisation d'œuvres des auteurs pour entraîner leur grand modèle de langage sans consentement, crédit ou compensation. Parce que comprenez bien que là, il s'agit vraiment d'une certaine manière de vol de données, puisque ce sont des ouvrages qui sont a priori payants, hein, puisqu'on va acheter un livre dans un magasin où on le télécharge en e-book payant. Mais là, non, il faut imaginer que c'est purement du vol d'œuvres d'art qui sont utilisées pour être recraché ensuite par l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, ces géants de l'intelligence artificielle commencent à se défendre en disant, enfin pas tous, hein, pour l'instant certains d'entre eux ont parlé, je pense à OpenAI, donc ChatGPT, qui s'est déjà exprimé, enfin le patron de ChatGPT, qui s'est exprimé à ce propos en disant non, nous on utilise uniquement des textes qui sont accessibles sur Internet. Sauf que le petit détail qui fait mouche, c'est que la plupart des textes, enfin dire des grands livres, sont aussi disponibles via des sites pirates. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, beaucoup de livres sont quand même utilisés, même si la méthode pourrait être, on va dire, clean, entre guillemets. Les livres n'échappent pas à ces sites qui peuvent republier des ouvrages sans forcément sans une légalité, quoi. Donc c'est un peu compliqué comme thématique. On pourrait imaginer que même si par exemple un artbook fait par un illustrateur pouvait être scanné et remis sur un site, eh ben une intelligence artificielle, on va dire d'art, d'illustration, pourrait très bien recenser récupérer les images sans le consentement de l'auteur, puisque l'ouvrage a été piraté et été hébergé sur un site internet. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc pour l'instant, il n'y a pas de volonté de créer de procès envers qui que ce soit. Les deux parties essayent de s'arranger, alors on verra ce que ça va donner. Donc je pense que c'est une affaire qu'on va suivre de semaine en semaine, puisque ça va nous concerner. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, j'ai appris ça, c'est que la plupart de ces grands groupes ont commencé à faire des déclarations aussi, en disant que les données sont puisées sur des sites qui sont OK, qui sont accessibles, etc. C'est ce que je disais. Mais Google, puisque Google aussi a une intelligence artificielle, Google a mis à jour sa politique de confidentialité au début du mois, donc au début du mois de juillet 2023, pour indiquer explicitement que, et là je cite, l'entreprise se réserve le droit de collecter et d'analyser à peu près tout ce que les internautes partagent sur le web pour entraîner ces systèmes d'IA. Donc ce qui veut dire que tout ce qui transite par Google, c'est presque, on va dire, la propriété de Google. Donc n'importe quelle image que vous voyez sur Google Images, l'intelligence artificielle de Google peut se l'approprier, et c'est de l'apprentissage. Donc on se doute bien que Google étant vraiment le géant total des recherches de tout ce qu'on veut, le trafic d'images, de textes qui passe par Google est gigantesque. Donc ça devient assez compliqué de proposer des textes ou des illustrations sans que Google puisse les voir. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un problème assez dense, assez compliqué. On a appris aussi que par rapport à Elon Musk et à Twitter, du coup, anciennement Twitter, Elon Musk a déclaré, et ça c'est quelque chose que j'ignorais, que Twitter avait limité le nombre de tweets que les comptes pouvaient lire par jour, et c'était
à la base, bon, alors, est-ce que c'est info ou intox, c'était pour empêcher les intelligences artificielles de venir lire un maximum de tweets pour nourrir les intelligences artificielles. Donc en fait, Elon Musk, en faisant ça, son idée, c'était je vais protéger Twitter des intelligences artificielles qui vont, elles, se nourrir de ce que Twitter écrit pour apprendre, puisqu'on se doute bien que Twitter aussi, c'est des gigantesques données de phrases dans tous les sens, dans toutes les langues du monde. Et c'est assez rigolo, puisque j'avais jamais entendu ce rapprochement entre la limite de lecture possible des tweets et l'apprentissage des intelligences artificielles. À ce propos, d'ailleurs, Elon Musk a même menacé de poursuivre Microsoft en justice, car Microsoft, lui, a investi dans OpenAI. Donc c'est, vous voyez, tout se regroupe, et en fait, ce serait Microsoft qui aurait utilisé illégalement des données de Twitter. Donc c'est quand même un gros micmac tout ça, et à mon avis, on n'est pas prêt de trouver la solution. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de découvrir quelque chose auquel on n'était peut-être pas prêt tout de suite. L'intelligence artificielle, on voyait ça arriver tranquillement, mais on n'était pas prêt à ce que ce soit si vite, si performant. Et du coup, comme maintenant c'est ici et c'est très présent en fait, ça y est, tout le monde l'utilise. On voit même maintenant des voix, des fausses voix, j'ai vu ça cette semaine, des personnes qui font faux visage avec la fausse voix et qui font dire n'importe quoi à n'importe qui, et c'est assez impressionnant. Donc on est forcément obligé de trouver des textes qui vont encadrer ça, et c'est ce qui va se passer pendant les prochaines semaines et les prochains mois, et ce qui arrivera probablement en France aussi. Je poursuis un tout petit peu sur maintenant l'intelligence artificielle, mais plutôt à propos de l'illustration, parce que c'est plutôt ça qui va nous intéresser, nous, ici. En illustration, on a 3 grands groupes, Stability AI, Midjourney et DeviantArt, et ces 3-là font eux aussi l'objet d'une plainte collective pour avoir violé le droit d'auteur en utilisant une intelligence artificielle qui reproduit des œuvres. Donc le procès va se baser sur comme pour les livres, à savoir qu'on est face à des programmes, des robots, des intelligences artificielles qui vont venir manger un petit peu, s'approprier des illustrations, des images, des photos qui transitent sur le net et qui vont servir comme support à la création d'autres images. Encore une fois, on peut faire la comparaison en disant oui, mais il y a toujours eu des références, etc. Là, c'est très différent parce que c'est vraiment nourrir, et en fait, tu donnes gratuitement ton illustration à une intelligence artificielle, ce qui va poser problème, évidemment. Donc ce que The Authors Guild souhaite maintenant en échange de tout ça, c'est Authors Guild demande 3 choses pour l'instant aux dirigeants de l'industrie de l'intelligence artificielle. Donc ils demandent d'obtenir l'autorisation d'utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur dans les programmes d'IA générative. Donc ça veut dire que maintenant, si ChatGPT, OpenAI décide de se servir d'un roman, ils doivent demander à l'auteur, à la maison d'édition, à je sais pas qui de droit, l'autorisation pour pouvoir ensuite nourrir son bot. Ils demandent également la rémunération équitable pour les écrivains et écrivaines pour l'utilisation passée et présente de leurs œuvres dans les programmes d'IA générative, ce qui veut dire que tout ce qui a déjà été assimilé doit être rémunéré. Et la 3e chose, c'est de rémunérer équitablement les écrivains pour l'utilisation de leurs œuvres dans les résultats de l'IA, indépendamment du fait que les résultats enfreignent ou non les lois en vigueur, à savoir, dès qu'une IA recrache quelque chose d'un des éléments, d'un des livres, etc., qui est une rémunération à ce moment-là. Donc où ça va, on n'en sait rien. Mais ce qui est aussi un chiffre aussi assez triste, malheureusement, c'est que durant les 10 dernières années, les revenus des auteurs ont diminué de 40%, donc c'est quasiment 2 fois moins de rémunération pour les auteurs. Donc on est quand même face à un phénomène assez costaud.
Je terminerai juste en expliquant légèrement de quoi Stability AI, DeviantArt et Midjourney sont accusés pour ce qui est de l'illustration. Stability AI, eux, c'est parce qu'ils ont financé Lion, c'est une organisation allemande qui va créer des ensembles de données d'images de plus en plus volumineux sans consentement, crédit ou compensation pour les artistes originaux à l'usage des sociétés d'intelligence artificielle. Donc Stability AI, donc c'est aussi lié très étroitement avec DeviantArt, puisque DeviantArt, donc DeviantArt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site très utilisé par beaucoup d'illustrateurs, puisque c'est un site où des milliers et des milliers d'illustrateurs, de dessinateurs pouvaient uploader leur art. Et en fait, DeviantArt a décidé de sortir une plateforme qui s'appelle DreamUp, qui est une application payante construite autour de Stable Diffusion. Et du coup, à ce moment-là, DeviantArt a été inondé de créations générées par des intelligences artificielles, prenant le dessus sur les créations générées par des humains. Donc DeviantArt n'a absolument pas essayé de défendre ce pourquoi il a été créé, et il est accusé entre autres de ça. Et Midjourney, c'est peut-être celui qu'on connaît le plus parce que c'est une des intelligences artificielles dans le domaine de l'illustration qui est vraiment très impressionnante et très aboutie déjà, alors qu'on n'est qu'en 2023, qui est un peu arrivé d'un coup, là où on voyait déjà certaines intelligences artificielles un petit peu pataugées. Je me souviens que quand DALL-E est arrivé, on était là, on se disait bon ça va, c'est pas pour tout de suite. Et dès que Midjourney est devenu populaire, on a tous fermé notre gueule et on a dit non, c'est bon, ça y est, c'est déjà là en fait, on peut rien faire. Et pareil, Midjourney, accusation de comment vous faites pour nourrir votre intelligence artificielle. Ce à quoi David Holtz, qui est le fondateur de Midjourney, donc David Holtz, basé à San Francisco, il a répondu tout simplement pour l'instant, il n'y a pas de loi spécifique quant au sujet et à l'éthique de la copie massive d'images d'entraînement. Donc en gros, lui, il dit, comme il n'y a pas de loi, en gros, on a fait manger n'importe quoi et tout ce qu'on trouvait à Midjourney. Cependant, il met un tout petit peu d'eau dans son vin en disant qu'ils vont examiner l'idée que certains artistes puissent se retirer de la formation donc de former, pour ce qui est de former les bots, quoi. Donc qu'est-ce que ça va donner ? J'imagine que ce qui est demandé, c'est une sorte de blacklist avec les illustrateurs qui ne souhaitent pas que leur travail soit utilisé. C'est un petit peu ce qu'avait fait ArtStation il y a quelques mois, puisque ArtStation était une base de données énorme pour les bots, on l'a découvert, ArtStation l'a ouvertement dit. Donc dès qu'on uploadait un dessin, une œuvre sur ArtStation, on était potentiellement utilisable par une intelligence artificielle. Quand ça s'est su, il y a eu déjà un gros boycott d'ArtStation, et pour répondre à ça, ArtStation a dit attendez, du coup, si c'est comme ça, il suffit de mettre le hashtag, je ne sais plus lequel, mais NoAI, je crois que c'était N-O-A-N-O, est-ce que c'est NoIA ou NoAI ? Non, c'est AI, NoAI. Donc dès que vous faites un post, vous mettez NoAI, et à ce moment-là, automatiquement, votre dessin n'est pas transmis à ces sociétés qui utiliseraient vos illustrations pour entraîner leurs intelligences artificielles. Donc un gros sujet. On en reparlera bien sûr dans les prochaines semaines pour voir comment ça avance et voir comment ça va impacter notre travail à toutes et à tous. Dans cette seconde partie de podcast, on va parler de micro-entreprise. Bon, si jamais l'envie vous prend de vous lancer à votre compte, eh bien, vous pouvez créer ce qui s'appelle une micro-entreprise. Alors, micro-entreprise et auto-entreprise, c'est la même chose, hein. Quand vous dites « je suis micro-entrepreneur » ou auto-entrepreneur, c'est vraiment la même chose. Ça fait quelques années que maintenant, on appelle ça micro-entreprise. Donc voilà, donc déjà c'est une première chose. Au début je comprenais pas, voilà. Donc je préfère le dire, peut-être que vous ne le saviez pas, c'est la même chose. Sachant que ouvrir une micro-entreprise, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien, c'est une démarche un petit peu fastidieuse à faire auprès de l'URSSAF. L'idée c'est de dire, à partir de maintenant, j'aimerais
pouvoir gagner de l'argent avec une activité que je définis moi-même. Et en tout cas, dans mon cas, c'était à partir d'illustrations et pouvoir répondre à certaines commandes en graphisme, en vidéo, on va dire ratisser un petit peu large dans mon cas. Voilà. Sachant que lorsque vous voulez vous déclarer en micro-entreprise, il y a une seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est si vous avez déjà un travail. La plupart du temps, on peut se déclarer en micro-entreprise sans problème quand on n'a aucun travail, c'est-à-dire qu'on est au chômage, on est sans activité, là ça pose aucun problème. Par contre, si vous êtes déjà salarié dans une entreprise, il faut veiller à plusieurs choses. La première, c'est que vous n'avez de toute façon pas le droit de faire concurrence avec l'entreprise dans laquelle vous êtes. Si par exemple vous êtes coiffeur pour un salon de coiffure et que vous décidez de devenir coiffeur à votre compte en plus, eh bien ça n'est légalement pas possible. Par contre, ce que vous pouvez toujours faire, c'est de faire une demande, et c'est ce que j'ai fait dans mon cas, puisque dans mon travail, je suis dans la communication, donc il m'arrive de faire du graphisme. Il m'arrive aussi, même si là je suis plus dans l'illustration, entre illustration et graphisme, voilà, on est quand même un peu dans le même champ lexical. Donc dans mon cas, j'ai dû faire une demande écrite auprès de mon employeur et j'ai dû demander si j'avais le droit de créer ma micro-entreprise. Ce à quoi on m'a répondu et ça posait pas de problème. Sachant qu'il y a des cas de figure dans lesquels on ne peut pas vous refuser de créer votre micro-entreprise, c'est ce qu'on appelle lorsque vous décidez de travailler dans la création d'œuvres de l'esprit. Alors, œuvres de l'esprit, ça fait un peu mystique comme ça, mais en fait, on va parler d'œuvres de l'esprit quand on parle d'art en règle générale, que ce soit de l'écriture, de la peinture, voilà. Donc à partir de là, dès que c'est quelque chose qui est que vous sortez de votre tête et de votre cerveau, eh bien ça passe dans la plupart des cas. Nous, forcément, on a un peu le spectre de la micro-entreprise à travers l'art, l'illustration, puisque c'est à peu près le public qui regarde ces podcasts. Mais micro-entreprise, faut se rendre compte que ça peut être tous les métiers, hein. Ça peut être des métiers médicaux, je peux être kiné en micro-entreprise, je peux être psychologue, je peux travailler sur des chantiers, je peux être plombier, donc c'est vraiment extrêmement vaste, pardon. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir l'autorisation d'un employeur pour ouvrir sa micro-entreprise. Si par exemple, moi qui travaille dans le graphisme, j'avais envie de vendre des fleurs en micro-entrepreneur, j'aurais fait une demande, on me l'aurait probablement accepté aussi, et bien sûr il ne faut pas que vous exercez votre activité de micro-entrepreneur sur les mêmes plages horaires que votre activité principale. Ça me paraît évident, mais je préfère quand même le préciser parce que à ce moment-là, vous ne seriez plus en règle. Donc, ce qui est plutôt bien quand on est micro-entrepreneur, c'est que, eh bien, en fait, on gère soi-même son argent, on gagne de l'argent, on déclare des impôts, et en fait, c'est aussi simple que ça. On n'a pas, attention, je mets des guillemets, on n'a pas vraiment de dépenses anormales, c'est-à-dire, ça, en fait, ça ne coûte rien. Voilà. Être micro-entrepreneur, ça ne coûte rien, sauf une petite taxe dont je reviendrai un petit peu plus tard. En gros, à partir du premier euro, mais même du premier centime, en fait, on commence à payer des cotisations auprès de l'URSSAF. Ça aussi, c'est quelque chose qui est plutôt simple, c'est que grosso modo, on a un seul organisme dans lequel on s'adresse, qui s'appelle l'URSSAF, qui est grosso modo une plateforme en ligne, de la même manière qu'on a Impôts.gouv. L'URSSAF, c'est un lieu dans lequel vous, tous les mois ou tous les trimestres, c'est à vous de choisir, vous allez dire combien vous avez gagné. Donc c'est une petite déclaration, hein, c'est 3 cases à remplir, vous mettez des montants, et ensuite l'URSSAF vous dit, eh bien, vous devez payer tant. Quand on est en micro-entreprise, il faut savoir que, je grossis un petit peu, mais c'est environ un quart que vous allez redonner à l'URSSAF. Un quart de ce que vous gagnez. Donc je vais schématiser, si vous gagnez 100 €, vous devez payer environ 25 €. C'est un petit peu moins, mais il faut bien se rendre compte que si vous facturez au prix que vous estimez être juste, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut monter un petit peu vos tarifs en prenant en compte qu'un quart va être
perdu. Enfin, perdu. C'est utile, c'est les impôts, c'est des cotisations sociales, c'est la sécurité sociale, donc c'est pas vraiment perdu, mais c'est de l'argent que vous n'aurez plus sur votre compte en banque. Donc, chose qui est assez importante. Alors, quand je dis à peu près 25%, ça va dépendre de votre activité de micro-entreprise. Voilà, c'est là où ça commence un petit peu à se compliquer. Lorsque, je vais prendre l'exemple de l'illustration, puisque peut-être qu'on est nombreux dans ce cas-là, et ça parlera peut-être à plus de monde que si je venais chercher des exemples un petit peu bizarres. Lorsque on est illustrateur, on a plusieurs types de ventes qu'on peut faire. Je m'explique. Par exemple, une personne va me demander « Tiens Hugo, est-ce que tu pourrais me faire un portrait ?» Exemple. À ce moment-là, je fais un portrait, je facture un portrait. Admettons, ce portrait, je le facture 100 €. Je prends un chiffre rond. Donc là, en fait, j'ai fait une activité de prestation de service. Voilà, les termes deviennent un peu compliqués à partir de maintenant, je m'excuse, mais en gros, j'ai répondu à une commande, je lui ai fait son dessin. Sur ce type de prestation, je vais être prélevé à peu près... Je reprends l'exemple du 1/4 parce que c'est plus simple, même si c'est 24% ou 22% selon plusieurs critères. On va dire, sur ces 100 € de dessin, je vais payer environ 25 € auprès de l'URSSAF. Par contre, il y a une deuxième possibilité de gagner de l'argent ou de vendre un produit, c'est le côté un peu commercial d'achat-revente. Je vais par exemple, dans un deuxième exemple, décider de vendre des prints. Je vais à ce moment-là commander mes prints auprès d'un imprimeur, donc je vais lui acheter des prints, même si c'est mon dessin, j'achète, et je vais revendre ensuite. Là, je vais être dans un deuxième type d'activité, d'achat-revente, et à ce moment-là, ce système d'achat-revente va être un petit peu moins imposable, on est aux alentours de 10-15%, donc vous payez un peu moins d'impôts sur de l'activité d'achat-revente que sur de l'activité prestation de service. Alors après, si vous commencez à fouiller un petit peu dans le jargon de la micro-entreprise, les deux choses que je viens d'évoquer, c'est ce qu'on appelle des BIC, des BIC ou des BNC. BIC, ce sont les bénéfices industriels et commerciaux, et BNC, ça va être les bénéfices non commerciaux. Alors à partir de là, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est à vous d'aller un petit peu chercher et voir dans quel cas de figure, dans quoi est-ce que vous allez déclarer vos revenus. Sachant que moi qui suis dans l'illustration, quand je vais faire ma déclaration URSSAF, donc ma déclaration on va dire d'impôt, je vais avoir plusieurs cases et je vais dire j'ai vendu tant en prestation de service, j'ai vendu tant en activité commerciale, et du coup je vais mettre un montant dans chaque case et mes impôts ils vont être calculés en fonction des différents pourcentages de ces différentes cases. Donc voilà, là je l'ai vraiment simplifié, c'est pas si compliqué que ça. Honnêtement, j'avais très peur au début, je me suis dit oh là là, ça va être un bordel et tout. Ça va, c'est pas si compliqué que ça. Une fois que vous avez compris le site de l'URSSAF, ça va. Je fais une petite parenthèse quand même pour dire que il y a certaines activités de micro-entreprise qui vont vous obliger ou vous conseiller d'avoir une assurance aussi. Si par exemple vous travaillez, je sais pas, sur des chantiers, une assurance c'est bien. Une assurance pour vous protéger, c'est utile. Dans le cas de l'illustration, c'est facultatif, c'est conseillé mais c'est facultatif. La plupart des personnes, nous, c'est pas vraiment notre corps qu'il faut protéger, bien que on peut très bien assurer une main. Si votre outil de travail c'est votre main, vous pouvez assurer votre main. Si vous avez un accident qui met en danger votre main, qui vous empêche de dessiner, vous pouvez être dédommagé grâce à cette assurance. Mais vous pouvez aussi assurer votre matériel, si vous avez du matériel très important, très cher même, ça peut être utile de l'assurer. Donc pensez qu'à partir du moment où vous êtes en micro-entreprise, vos outils de travail, ce sont des outils professionnels. Donc ça peut être utile, selon votre jugé, d'assurer ou non ce matériel. Je parlais en début de petits chapitres d'une taxe un peu surprise. Il faut savoir qu'il y a quand même une taxe que vous devez payer en plus, parce que normalement on paye rien de plus, c'est-à-dire que si je gagne 0 à l'année, je vais payer 0, je vais pas, ça va jamais me coûter de l'argent d'être en micro-entreprise. Il y a juste une taxe supplémentaire qui arrive en fin d'année, qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est une petite régalade de fin d'année, un petit bonbon, puisque en fonction de votre revenu,
vous allez être éligible ou non, alors je dis éligible comme si c'était une victoire, à cette taxe, auquel vous allez être soumis à cette taxe. Si vous gagnez plus de 5 000 € par an, donc 5 000 €, ça, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas beaucoup, si vous gagnez plus de 5 000 € par an, vous allez devoir payer cette taxe, la cotisation foncière des entreprises, qui va jamais dépasser quelques centaines d'euros, vous n'aurez pas à payer des milliards. C'est une taxe qui est fixée sur plein de critères, notamment votre lieu de travail, donc votre résidence par rapport à votre ville. Cette taxe, c'est pas la même selon que vous habitez à Paris ou dans un village ou une autre partie de la France. Donc c'est un peu comme un impôt local, c'est un peu comme une taxe foncière en fait. Puisque les villes estiment que vous menez une activité d'entreprise sur un lieu qui appartient à cette ville, donc que vous devez payer une taxe à ce moment-là. Donc, comme je disais, si vous gagnez moins de 5 000, de toute façon, vous êtes tranquille pour ça. Il y a aussi des seuils, puisque je ne peux pas gagner des millions en étant en micro-entreprise. Au bout d'un certain montant, alors rassurez-vous, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc la plupart du temps, nous, on est un peu tranquille de ce côté-là. C'est rare que ce soit le jackpot, mais si vous atteignez certains montants, il faudra à ce moment-là quitter le statut de la micro-entreprise pour ouvrir un autre statut, par exemple une société, et à ce moment-là, les calculs vont être un peu plus compliqués, puisqu'on va commencer à faire rentrer la TVA, des petites choses supplémentaires, les impôts sur les sociétés, des petites choses un peu plus compliquées. Donc ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Pour l'instant, il s'agit de la micro-entreprise. Donc là, j'espère avoir à peu près couvert les choses importantes. Dans mon cas, alors là, je vais vraiment m'adresser à vraiment une petite partie très spécifique, mais c'est une mauvaise surprise que j'ai eue également. Moi, je travaille à côté, donc j'ai un temps plein à côté, et tous les ans, je dois faire ma déclaration d'impôt. Donc c'était ce qu'on a fait au mois de juin à peu près, un peu avant, mai-juin. Une déclaration d'impôt sur le site impotgouv.fr. Sur impotgouv.fr, lorsque vous vous connectez, que vous soyez en micro-entreprise uniquement ou en micro-entreprise et avec un travail en plus, un salaire, vous devez de toute façon rentrer vos revenus de micro-entreprise sur votre compte ImpotGouv. Okay. Premier exemple, vous êtes uniquement micro-entrepreneur. Tout ce que vous avez payé auprès de l'URSSAF, les impôts sont, on va dire, inclus dedans. Okay. Donc, sur impotgouv.fr, vous n'aurez pas à payer des frais supplémentaires. Si vous voulez, au moment où vous entrez vos revenus sur ImpotGouv, à ce moment-là, automatiquement, le lien est fait et vous n'avez pas à payer d'argent supplémentaire puisque ce que vous avez payé à l'URSSAF, il y a déjà dedans les impôts qui sont calculés. Pareil, c'est un terme un peu barbare, le prélèvement libératoire, ça s'appelle, ou le versement libératoire. Je précise également, je fais une parenthèse dans la parenthèse, cette chose-là, vous décidez si oui ou non elle est prélevée lorsque vous faites votre déclaration à l'URSSAF. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les trimestres, encore une fois, ça c'est vous qui choisissez, vous avez la possibilité, au moment de vous inscrire, au moment de vous déclarer en tant qu'auto-entreprise, de souscrire au prélèvement libératoire ou non. Et ce truc-là, prélèvement libératoire, c'est le mot un peu tordu pour dire que c'est les impôts. Voilà. Donc moi, je l'ai mis automatiquement, comme ça, je suis tranquille. Je me dis, allez, je paye mon truc tous les 3 mois, il y a les impôts, je me prends pas la tête. Voilà, si vous le faites pas, c'est là où, quand vous allez taper dans ImpotGouv vos montants, là, à ce moment-là, on va venir vous dire, vous devez payer en plus, puisque cette chose-là n'a pas été utilisée par l'URSSAF. Donc bon, bref, le premier cas de figure, je schématise, je simplifie. Vous avez fait votre déclaration à l'URSSAF, vous êtes uniquement micro-entrepreneur, vous faites votre déclaration à ImpotGouv, il n'y a rien à faire. Le deuxième cas de figure, et c'est le mien, et c'est là où j'ai eu une mauvaise surprise, c'est que moi j'ai un travail, donc je gagne une certaine somme par an à cause de mon activité, ou grâce à mon activité professionnelle. J'ai gagné un montant en plus de ma micro-entreprise. Dans ImpotGouv, je vois combien j'ai gagné par an, et je dois y ajouter le montant que j'ai gagné à ma micro-entreprise. Et à ce moment-là, on me dit... Ah monsieur Hugo, vous devez payer encore un peu plus d'argent.
Et j'étais surpris parce que j'ai envoyé un mail, j'ai dit mais écoutez non, puisque j'ai déjà payé à l'URSSAF, donc je vois pas pourquoi je repayerais une deuxième fois auprès d'impôtgouv.fr. Et à ce moment-là, on m'a répondu que si, parce que c'est basé sur en fait le total d'argent que vous avez accumulé sur une année. Je fais un exemple. Si vous gagnez 10 000 euros de votre activité salariée, ok, et que vous gagnez 10 000 euros de votre micro-entreprise, eh bien en fait, aux yeux des impôts, vous gagnez 20 000 euros. Et donc vous êtes imposable sur 20 000 euros. Que vous ayez déjà payé ou pas votre truc à l'URSSAF, vous gagnez 20 000 balles. Et donc, vous allez devoir payer un complément. Alors dans mon cas, c'était pas excessif parce que c'était un petit peu, mais parce que je vis pas excessivement bien de ma micro-entreprise. Mais faut bien prendre en compte qu'il y a une petite surprise, une petite surprise bonus auprès des impôts. Donc je préférais le préciser, même si ça touche pas forcément beaucoup de monde. Mais dès lors que vous avez fait que vous avez eu une seule fiche de paye à côté d'un emploi de quelque chose, à ce moment-là, automatiquement, vous allez avoir un petit surplus à payer auprès des impôts. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair pour le statut de micro-entreprise. C'est un petit peu compliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr passer sur le stream, sur mes lives, j'essaierai d'y répondre. Ou sinon, je vous recommande grandement le site de Shine, de la banque Shine, ils ont un site qui s'appelle Copilot, je crois, si je dis pas de bêtises, et Copilot répond vraiment à plein d'interrogations, il y a énormément d'articles qui expliquent plein de choses hyper clairement, donc si vous cherchez des bonnes informations, je vous invite à aller sur ce site-là. En plus, c'est mis à jour chaque année, donc au moins vous êtes sûr que tout est conforme avec les lois en vigueur, parce que bien sûr, chaque année il y a des petits changements, bien sûr. Hein. Voilà. Je préciserai juste une dernière petite chose, c'est que la première année, vous êtes exonéré de la cotisation foncière des entreprises, de la fameuse CFE. Ce qui veut dire que si votre entreprise, vous la lancez au 2 janvier, eh bien vous avez une année entière cadeau. Alors que si vous la lancez le 20 décembre, vous avez que 10 jours de bonus, et à partir de l'année d'après, vous allez la payer, cette cotisation foncière des entreprises. Donc, si vous voulez vous lancer, essayez de viser plutôt le début d'année, mois de janvier, février, comme ça, vous avez, on va dire, une année pour souffler et être sûr de ne pas payer de cotisation foncière des entreprises. Voilà, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Passons sans plus tarder à la 3e rubrique où on va parler aujourd'hui de Andrew Marr. Alors Andrew Marr, c'est un illustrateur que évidemment j'aime beaucoup, sans surprise. Il y a très peu de chances que je parle d'illustrateurs que je déteste dans ce podcast. Andrew Marr, c'est un illustrateur qui a travaillé pour... je vous donne quelques petits noms comme ça qui devraient vous parler un petit peu. Si je vous dis Wizards of the Coast, voilà, donc un illustrateur entre autres de cartes Magic. Il a travaillé pour Games Workshop, et aussi dans les jeux vidéo pour Bethesda, Capcom, Turtle Rock Studio. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a un joli CV. Si je vous montre un petit peu certains de ses dessins, voilà, c'est vraiment un illustrateur qui maîtrise extrêmement bien le digital painting. Alors j'ai dû faire des petites sélections parce que il faut savoir que Andrew Marr a des sujets et propose beaucoup de personnages dénudés. Et comme j'enregistre ce podcast sur Twitch et qui sera diffusé ensuite sur YouTube, je peux évidemment pas trop montrer tout ce qui est en lien avec la nudité. À cause des règles de ces plateformes. Donc Andrew Marr, c'est un illustrateur qui est aussi sur Instagram. Son pseudo sur Instagram, c'est Andrew Kmar. Il y a un K, et Marr, c'est M-A-R. Donc Andrew K-M-A-R. Voilà, vous avez le temps de le noter. Et en fait, ce qui m'intéresse chez Andrew Marr, c'est pas vraiment ces dessins aboutis au digital painting, mais plutôt ces dessins, on va dire, traditionnels, à l'encre, juste en noir et blanc, avec juste un petit trait, et voilà, juste c'est crayonné. Je vais vous en montrer un, comme ça.
Alors forcément c'est plus visuel, je m'excuse auprès de ceux qui écouteraient ça en audio, donc je vais essayer d'être le plus descriptif possible pour ceux qui n'auraient pas l'image. En gros, il faut imaginer juste un feutre noir sur une feuille blanche. Voilà, donc il utilise en réalité deux types de stylos. Un stylo pour liner. Alors, je connais pas la marque exactement, mais on peut supposer que c'est une sorte de micron. Vous savez, les stylos d'encre archive avec une ligne très régulière. Et ensuite, il va venir ancrer ça avec une sorte de brush pen. Donc, les brush pens, ce sont comme des stylos à encre, ok, avec une cartouche. Sauf qu'il faut imaginer qu'à la place de la plume, vous avez comme un pinceau qui va s'imbiber d'encre et vous allez en fait peindre avec un stylo à encre et avec cette sensation de pinceau en fait. Et en fait, ce qui est intéressant chez Andromar, c'est que ces lignes qui sont extrêmement propres, il va venir, dans certaines intersections, venir mettre un petit point de brush pen noir. Et ça va ajouter immédiatement beaucoup de volume au dessin. Donc je passe quelques illustrations en même temps que je parle. Donc je remontre en même temps pour ceux qui auraient l'image. Vous avez des traits très fins ici, par exemple pour le contour d'un personnage. Et puis beaucoup, dès qu'il y a des petits creux, des petits volumes, des ombres en fait, des petites ombres, il va venir mettre vraiment une tache. Faut imaginer un trait. Une crotte, voilà, pour être un peu vulgaire, noire, pas forcément très maîtrisée. On n'est pas là pour venir dessiner des ombres, mais venir juste supposer des volumes. Et c'est une étape du crayonné qui est vraiment assez chouette et assez parlante, parce que vraiment, juste en mettant quelques petits points à droite et à gauche, faut juste évidemment pas les placer n'importe où, on va tout de suite avoir beaucoup plus de volume. Et vraiment, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Et pour le bien de cette émission, j'ai moi-même fait un petit personnage, une sorte de boxeur un peu créature, donc que je vous montre pour ceux qui ont l'image une fois de plus. Et je l'ai fait du coup une fois sans mettre aucun petit point noir. Et sur un autre calque, j'ai quelques points. Alors évidemment, c'est très petit, mais en réalité, la différence, bien qu'elle soit minime, elle va tout de suite venir apporter un tout petit peu de volume. On va tout de suite avoir une impression de creux et de cavité. Et encore, moi, je suis allé assez mollement sur les taches noires. J'ai vraiment fait des tout petits points. On peut même regarder, voilà, j'ai un calque avec uniquement des petites taches un peu mouchetées comme ça. Et associé au line art, je vais tout de suite avoir des petits volumes. Donc c'est quelque chose que je vous recommanderais de faire si vous voulez juste un peu plus sublimer vos crayonnés. C'est vraiment pas grand chose, ça prend une minute et à ce moment-là, vos dessins vont beaucoup plus sortir, se détacher du fond grâce à cette petite astuce de pas grand chose. Donc Andromar, allez suivre un petit peu son travail sur les réseaux, il est assez prolifique, je crois même qu'il a un Patreon aussi où il envoie même des post-it sur lesquels il dessine directement. Alors je sais pas s'il le fait toujours, mais en tout cas il le faisait, et il partageait tout ça sur Instagram, donc c'était assez aussi ouf de voir ce qu'il était capable de faire sur des petits formats de papier jaune de rien du tout. Il est assez impressionnant, il y a même des vidéos où on le voit travailler et vraiment il est d'une justesse dans ses tracés. Si vous aimez en plus les créatures type les nymphes, les sirènes, les démons, il va vraiment être dans un univers assez fantastique. Et voilà, vraiment un travail que j'apprécie particulièrement. Et une petite astuce, en même temps, ça fait 2 pour le prix d'un. Et voilà, Power Up numéro 2, c'est fini pour aujourd'hui. Si jamais vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à la faire tourner un petit peu autour de vous si vous avez appris des choses. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez même laisser des commentaires. Et bien sûr, venir me rejoindre en direct sur Twitch si vous avez des questions ou si simplement vous voulez me voir dessiner et passer un bon moment ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Power Up. Ciao ciao!